silence alors. Et est-ce que là, vous m'entendez? Alors, il faudrait peut-être qu'on monte le son en haut. Ah, très bien. C'est bon? Est-ce que là, on entend? On peut monter un peu le son, non? Pas plus. Bon, alors on se penchera un peu plus, à défaut. Donc bonsoir à tous. Excusez-nous d'abord pour ce petit retard dû à quelques problèmes techniques. Vous savez très bien que quand on met le vidéoprojecteur, ça ne s'ajuste pas toujours précisément et du premier coup. Donc aujourd'hui, nous allons parler énergie renouvelable. Vous savez que les Nations Unies ont consacré l'année 2012, année internationale de l'énergie durable pour tous. Je crois que ce pour tous est d'ailleurs assez important. En effet, même si la hausse de la consommation mondiale d'énergie ralentit, c'est encore une hausse malgré tout. Or, on sait que parallèlement à cela, les réserves en énergie non renouvelable s'épuisent. Mais l'énergie pour l'homme est vitale, probablement même indispensable. On subit donc une équation à plusieurs paramètres, équation, quoi qu'il en soit, complexe à résoudre. Premier paramètre sur lequel nous pouvons agir, la consommation humaine à réduire, raisonner. L'homme d'un pays développé doit réduire sa consommation, celui d'un pays émergent doit adopter une attitude raisonnée, certainement raisonnable en tous les cas, pendant que celui d'un pays sous-développé est en droit d'espérer un accès à l'énergie pour entrer dans un monde soutenable. Deuxième paramètre, se tourner résolument vers des énergies renouvelables, hydroélectricité, énergie éolienne, énergie solaire, photovoltaïque, sans oublier bien sûr la biomasse, importante en France, les déchets, la géothermie et le solaire thermique. Daniel Linco, vous êtes un chimiste issu de l'ENSCP, École nationale supérieure de chimie Paris, bien sûr. En 2005, vous avez créé, en partenariat avec EDF, l'IRDEP, Institut de recherche et développement sur l'énergie photovoltaïque, que vous présidez depuis 2009. Plusieurs médailles vous ont été décernées pour vos travaux sur l'énergie renouvelable, en particulier sur l'énergie solaire et le photovoltaïque. Sans doute illustrerez-vous ainsi ce passage de la recherche à l'industrie en nous parlant des énergies renouvelables. Merci. Merci, madame. Je vous remercie tout d'abord de votre invitation qui me fait énormément plaisir. Et en fait, je suis très heureux de participer à cette manifestation dans le cadre des journées de l'année internationale sur les questions d'énergie durable. Et je suis très ennuyé parce que j'ai un souci d'ordinateur qui me pose une grosse difficulté. J'espère qu'il devrait redémarrer. C'est la première fois que ce genre de choses m'arrive. Il y a toujours des premières fois, mais là, j'espère qu'il va pouvoir... Sinon, on va vous trouver une solution avec un autre ordinateur, non ? Non, surtout, il est en train de... Ah, on est... Non, laissez, il devrait démarrer parce que Alors, ce que je vais faire, c'est que... Alors, on va, dans une situation de ce genre, comme dans la situation actuelle, il faut faire preuve de réactivité. Et donc, la réactivité, on va donc commencer par un exemple que j'avais prévu plutôt en fin de présentation, pour discuter des aspects sociétaux, des énergies renouvelables et de la façon dans laquelle des exemples peuvent exister pour leur déploiement. Donc, on va commencer d'emblée. Ce qui nous permettra de revenir après. Finalement, c'est pas mal de démarrer par un exemple et d'en discuter. Je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. D'abord, en général, je commence par les chiffres, les données, le nombre de kilowattheures, etc. Et là, on va faire le contraire. Est-ce que vous pourriez lancer la première vidéo? Alors, cette vidéo m'a été confiée par EDF. Donc l'IRDEP dont vous avez parlé, c'est l'institut de recherche qui est conjoint entre le CNRS, EDF R&D, recherche et développement, et l'école de chimie. Donc c'est un exemple, l'exemple qui va vous être présenté là, c'est un exemple des énergies renouvelables les plus avancées actuellement, qui sont les énergies de type marée, ce qu'on appelle l'énergie des courants marins,
et ici des marées. Alors c'est un bon exemple de recherche d'intégration sociale et énergétique. Et je vais arrêter, je vais vous laisser écouter le commentaire, on en peut en reparler un tout petit peu après. Va avoir lieu. À 35 mètres de profondeur, grâce à l'énergie prédictible des courants de marée et une technologie innovante, EDF va créer le premier parc hydrolien, le parc de Paimpol-Bréhat. En avez-vous déjà entendu parler? En octobre 2008, EDF a donc retenu la technologie développée par OpenHydro, société irlandaise fabricant d'hydroliennes. L'engin fait 16 mètres de diamètre et exploite un système particulier de turbines réversibles et à centre ouvert. The centre turbine works is extremely simple. You have an outer ring, and within that you have a rotor. As the water flows through the turbine, il a un bel accent it rotates the local rotor, également, hein, and pour in les doing gens so, it uses what's called a permanent magnet generator to generate electricity. So it's simply the movement of water being converted into rotational energy, which creates electricity. Le centre ouvert de cette turbine permettra le passage de toute la faune marine, dont les cétacés, et la vitesse très faible de rotation de 7 tours minute ne gênera en rien la vie sous-marine. Au plan environnemental, les risques étaient importants. Je crois qu'on les a pris avec énormément de sérieux. Les effets seront négligeables ou nuls au regard des avis d'experts. On a vite compris qu'il n'y avait pas à avoir plus d'impact sur les fonds marins que par exemple un supertanker Solar Dentifère qui a des hélices du même diamètre ou sinon plus grand avec des sens de rotation qui tournent à 40, 50, 60 tours minute. DCNS, partenaire stratégique et actionnaire d'OpenHydro, s'est vu, elle, confier la fabrication du tripode sur lequel repose l'hydrolienne, les pales en matériaux composites et l'assemblage de la machine à son support. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a, quand j'ai commencé à travailler pour la présentation, en fait, j'avais eu connaissance de ce projet, parce que les hydroliennes, on en parle depuis longtemps, l'utilisation des courants marins, c'est-à-dire que la marée vient dans un sens, puis elle revient dans l'autre. Et en fait, on a la possibilité d'utiliser les turbines. Et en fait, j'avais entendu parler de ce projet en 2008 avec des projections. Et aujourd'hui, ce film vient de sortir et c'est vraiment la mise en œuvre des études dont j'avais vu le début les premiers plans ou les premières vidéos. Il existe une vidéo sur le début de ce projet. Alors ici, vous avez un exemple de tout ce qui est concertation avec les associations. En fait, c'est un exemple qui est donné, mais il y en a d'autres. Ce n'est pas spécifique à ce cas. C'est tout ce qui est concertation d'acceptabilité des nouveaux déploiements d'énergie et en particulier des énergies renouvelables. Il est absolument nécessaire que dans ce type de déploiement, il y ait concertation au préalable avec les populations, avec les collectivités locales, et en particulier, je vais vous laisser écouter la dame qui... sur les demandes d'occupation du territoire, ce genre de choses, et puis surtout sur la technologie. Et par exemple, si les hydroliennes sont au sein de ce cantonnement, au sein de cette réserve, c'est à la demande du comité local des pêches. Toutes les solutions qui pouvaient être trouvées pour une énergie propre, eh bien, évidemment, j'étais partante, ça m'a beaucoup plu. En octobre 2011, l'hydrolienne Arc West a quitté Brest. Elle est partie afin d'effectuer les premiers tests en mer. Alors cette hydrolienne... C'est le vrai début de déploiement du projet. Voilà, je laisse... Avec la première hydrolienne qui pour la première fois est complètement assemblée et qui pour la première fois va aller en mer. It's the world's first grid-connected tidal array using large-scale commercial tidal turbines. So it's an Alors ce qu'il explique là, c'est qu'en fait c'est vraiment une première mondiale. Ça va être la première fois qu'une hydrolienne de ce genre est connectée. Et donc il y a on le voit avec il y a une certaine satisfaction que ce soit fait au niveau au niveau national et en particulier ici dans ce cas au niveau de la Bretagne. Alors c'est quelque chose de fantastique, quoi, de très émouvant parce que la mer est. Alors l'ADEME, c'est l'agence de l'énergie, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
et qui est un des acteurs majeurs en France. L'ADEME, il y a des points énergie. Je pense qu'au niveau des municipalités, il y a des liens. Et l'ADEME est souvent porteur, avec le CNRS, avec aussi deux grands projets qui vont rassembler différents acteurs. Alors, souvent, on associe les énergies renouvelables à, vous avez sans doute entendu ça, c'est la régression, c'est régressif, on va retourner à la bougie. J'imagine qu'il y a souvent eu au niveau des énergies renouvelables l'impression que c'était par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui quelque chose qui était en retrait. Cet exemple montre qu'en fait, les énergies renouvelables d'aujourd'hui sont des énergies qui sont hautement technologiques. Ce ne sont pas des énergies... on n'a jamais fait ça depuis la nuit des temps. Ça fait depuis très longtemps qu'on utilise les marées, qu'on utilise les courants, hein, depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui, il s'agit d'une intégration et d'une utilisation des énergies renouvelables qui met en œuvre, finalement, les technologies les plus performantes existantes. Vous en voyez en termes électriques, le calcul des rotors, les matériaux qui sont utilisés, et ensuite vous voyez les questions de connexion, comment on va ramener à la Terre l'électricité produite. C'est fait avec un câble qui est à courant continu, donc qui n'émet pas, qui est fait pour ne pas émettre de champs électromagnétiques. Et ensuite, il y a toute une distribution de cette énergie qui va être produite dans le réseau local. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un paradigme, c'est une situation très très différente de celle qu'on a l'habitude d'avoir sur le régime énergétique classique, qui est qu'au lieu d'avoir une centrale qui distribue l'énergie, et on est, comme on dit, en bout de ligne, alors vous ne l'êtes pas ici, vous ne l'êtes pas, moi je suis breton, je suis en bout de ligne, et je sais ce que c'est qu'être en bout de ligne, c'est-à-dire qu'on a les coupures, on a etc. Et ce qu'on voit de façon assez extraordinaire, c'est que les bouts de ligne deviennent des débuts de ligne. C'est-à-dire que finalement, cette unité qui va faire plusieurs mégawatts va être capable de renvoyer de l'énergie sur l'ensemble du secteur. C'est d'imaginer pour demain. Et les énergies renouvelables, à mon avis, c'est préparer pour nos enfants, nos petits-enfants, la qualité de leur vie. Alors au-delà du côté donc démonstrateur, et j'ai trouvé que ce film est intéressant parce qu'il montre le lien entre la recherche entreprise, la recherche, les différents partenaires. Vous voyez l'ADEME, l'Europe via le Fonds européen régional de développement, FEDER. Il y a énormément de liens avec les collectivités locales, et je trouve que cet exemple et cet exemple, c'est le cas de le dire, est exemplaire de la démarche qui doit nous guider dans cette transition énergétique. Alors, on la retrouve, alors il y a d'autres exemples qui existent. Alors j'avais un film aussi qui était prévu qui s'appelle Super Photon pour Maxiwatt, qui est un film fait par le CNRS, et ce film-là présentait un peu le même genre d'histoire avec le photovoltaïque. Et en particulier, peut-être avez-vous entendu parler dans l'Aveyron, de villages dans lesquels les agriculteurs se sont équipés de panneaux photovoltaïques et de cette façon sont capables de produire de l'électricité, de contribuer à leurs revenus. Et finalement, quand on les entend, et j'aurais voulu vous mettre en parallèle les deux films pour montrer que finalement, dans les deux cas, on a un peu la même genre de perception, c'est-à-dire que vous avez eu ici des gens qui sont plutôt des pêcheurs, et dans le cas de l'Aveyron, les agriculteurs avaient cette sensation de participer à la collecte de l'énergie et une fierté tout à fait impressionnante de faire ce genre de choses. Il y a aussi des exemples vous avez aussi au niveau d'ici des exemples de quartiers qui sont en train de se faire utilisant les énergies renouvelables, le réseau intelligent, ça c'est très important de pouvoir les collecter, les distribuer, et on retrouve cette fierté également de participer à une aventure collective de changement de mode énergétique dont vous avez parlé en introduction. Alors, finalement, ça m'a permis de pouvoir ouvrir l'exposé un peu plus officiel. Et donc, sur cet exposé, je vais vous présenter... on va commencer par des chiffres. Hein. Alors, je vais fermer ici. Donc, on peut peut-être basculer, si vous voulez, sur la partie l'écran. Donc là, on va être avec un...
Et voilà. C'est vrai. Donc en fait, dans la partie exposée, cette partie exposée va un peu revenir à la problématique générale, pourquoi c'est une ambition mondiale. Finalement, j'ai interverti un peu en parlant plutôt de l'aspect citoyen au début, ce que je vous ai présenté sur Paimpol Bréa, ces aspects citoyens, et on va peut-être, je vais finalement démarrer par la question de ce que c'est que les énergies renouvelables. Alors là, vous effrayez pas, ne vous effrayez pas, mais on parle de choses, quand on parle d'énergie, et malheureusement dans beaucoup de débats, dans énormément de discussions, d'une certaine mesure, on parle parfois de choses qu'on maîtrise mal. Et c'est vrai non seulement pour des gens qui n'ont pas forcément la culture scientifique et les bacs et les bacs et les bacs, c'est vrai aussi pour des gens qui sont scientifiques. C'est-à-dire qu'on a du mal à se représenter ce que c'est qu'un kilowattheure. Vous voyez, autant on arrive à savoir ce que c'est qu'une stère de bois, parce qu'on a des siècles d'habitude, autant on arrive à savoir ce que fait un litre d'essence. Tout le monde sait qu'un litre d'essence, il faut environ, avant il fallait 10 litres, maintenant il faut quelques 5 litres, 6 litres pour faire 100 km. Donc il n'y a aucun problème. Les notions d'énergie, vous les connaissez même très bien sur des énergies classiques. Hein, mais dès qu'on commence à rentrer dans des énergies électriques, alors là ça devient plus compliqué. Il y a une autre énergie, une autre unité d'énergie que vous connaissez bien, qu'on connaît bien, c'est la calorie. Hein, tout le monde sait que pour pas trop grossir, pour pas maigrir, pour s'en tenir, etc., il ne faut pas manger plus de 2000 calories, des grands C, parce que c'est des kilocalories. Et ça, tout le monde le sait. On sait combien il y a de calories dans le steak qu'on prend, dans la pâtisserie, etc. Par contre, la relation de ces énergies à des grandeurs énergétiques, cette fois-ci, qu'on va pouvoir comparer, elle est très mal perçue. Et elle est mal... Et donc, on va commencer par une chose très simple. Qu'est-ce que c'est que la puissance? La puissance, on est puissant, un cheval c'est puissant, il y a des gens ou des choses qui sont plus puissantes que d'autres, c'est la vitesse à laquelle on est capable de déplacer quelque chose, etc. C'est ça la puissance. On est puissant et on voit très bien, quelqu'un de puissant va être en général quelqu'un de plus grand, etc. On voit que c'est lié à la masse, etc. Par contre, la puissance, ce n'est qu'une chose. Ce qui compte, c'est l'énergie. Ce que je vous disais, c'est le travail. Et le travail, il peut être fait de plusieurs façons. Il peut être fait par quelqu'un qui n'est pas puissant, qui travaille longtemps, ou quelqu'un qui est très puissant, qui travaille peu. Le travail, c'est donc la puissance multipliée par le temps. Donc, c'est des unités. Alors, celui qui a inventé, alors je l'ai indiqué, des énergies et des hommes, ou des femmes. En fait, la personne, c'est Watt, qui a défini les unités de puissance. Et puis finalement, l'utilité de travail, c'est la puissance par le temps, et c'est donc ce qu'on appelle le joule, qui est un savant français qui a donné son nom à l'unité d'énergie, et on met un grand J. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un joule? Un joule, c'est qu'on fait une puissance d'1 watt pendant une seconde. Voilà, c'est ça un joule. Finalement, le joule, ce qui est très bien, c'est qu'on a pu le relier à des calories, aux fameuses calories dont je vous ai parlé. Je vous ai dit que finalement, la calorie, c'était une unité d'énergie. Eh bien, un joule, une calorie, ça vaut 4,18, environ 4 joules. Une fois qu'on a ça, finalement, on commence à se dire que le kilowattheure, celui qu'on voit partout sur tous les compteurs, combien on paye le kilowattheure, etc., d'une part, première chose, ce sont des kilowatts par heure, des kilowatts multipliés par des heures. Le nombre de fois que vous lisez des articles, des livres, qui disent que l'énergie se mesure en kilowatts par heure, c'est complètement faux. C'est parce que dans l'inconscient collectif, finalement, on a l'habitude de dire des kilomètres par la vitesse, on l'exprime en kilomètres heure. Et en fait, c'est des kilomètres par heure, effectivement, la vitesse. Mais voyez, en énergie, vitesse, on finit, c'est heure, c'est un peu pareil, et on dit des kilowattheures et on met kilowatts par heure, parce on a dans la tête la vitesse. Donc en fait, il faut bien savoir, donc bien voir que c'est 1 kilowattheure, bien c'est 1 kilo, c'est 3000. Kilowattheure, c'est le nombre de watts secondes qu'il y a dans 1 kilowatt. Ça veut dire on va pouvoir remonter 1 kilowattheure en millions de joules. Vous voyez que c'est déjà une unité plus importante. Alors la chose qui est très importante, c'est qu'un kilowattheure, vous savez ce qu'on peut faire avec 1 kilowattheure? Et c'est ce que vous avez au compteur qui tourne, le nombre de kilowattheures. Vous pouvez monter 1 tonne sur 370 mètres.
Je ne sais pas si on le fait à la main, vous voyez le travail qu'il faut faire. Hein. Si on vous dit on a les briques et il faut les monter, vous voyez déjà le travail que ça demande. Ensuite, finalement, quelle est l'énergie qu'on utilise énormément? On utilise le pétrole. Et ça, le pétrole, ça, on s'en sort. Les barils de pétrole tous les matins sur la radio, etc. À la radio, on parle aussi de tonnes équivalent pétrole. C'est-à-dire l'énergie qui est dans une tonne de pétrole qu'on va comparer à une autre énergie, que ce soit mécanique, électrique, tout ce qu'on veut, chimique. Eh bien, une tonne de pétrole, c'est 11,6 MWh. Alors, pour vous, on voit déjà la conversion des unités. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on regarde le baril de pétrole, ce fameux baril, c'est 159 litres. 159 litres, 1 litre de pétrole contient environ 10 kWh. Alors, ça, c'est pour les données, c'est pour les chiffres. Mais maintenant, on va voir ce que c'est que la réalité humaine de ces valeurs d'énergie. Quand je vous ai parlé des kilocalories qu'on mange, 2000 calories par jour pour vivre. Alors, 2000, ça correspond à quoi? Ça correspond à 100 watts. Une ampoule. L'homme a été optimisé pendant des millions d'années pour économiser l'énergie. Si on avait mangé la même chose qu'on mange aujourd'hui, s'il avait fallu manger ça à l'époque des hommes préhistoriques, on n'aurait pas été loin. Donc on est avec des unités qui sont très basses. Donc on a une situation où on voit que finalement, un homme, pour vivre, va consommer environ l'équivalent de 250 cm3 de pétrole. Et c'est pour ça que les Sherpas, dans les Andes, partout, sont capables de monter en haut avec des sacs très lourds. Et on se dit, ils font un énorme travail. Mais vous voyez que l'énergie qui correspond, c'est peu. Et on retrouve bien que ce qu'on mange dans la journée, le pétrole, c'est un peu quand on prend de l'huile. Donc on pourrait vivre avec cette quantité d'huile. Alors, en fait, un homme, au repos, va consommer environ 75 kg de pétrole par an, en équivalent. Un cheval, qui a été une unité pendant très longtemps de puissance, la puissance du cheval, c'est en fait à peu près, je dirais, c'est 7 hommes au repos. Et en fait, l'homme est capable, quand on monte l'école, quand il grimpe, il est capable de monter à plusieurs centaines de watts, à 200-300 watts quand il est en plein effort. Mais vous voyez, c'est pour vous donner combien, et on ne peut pas démarrer un débat sur l'avenir du monde et l'avenir énergétique sans revoir ces données de base. Et qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on a derrière? La consommation par habitant et par an. Alors maintenant, on va regarder. 4,7 tonnes. Chacun d'entre nous dans les pays de l'OCDE consomme 4,7 tonnes de pétrole par an. Et ça monte jusqu'à 9 aux États-Unis. Quand on regarde les Indiens en Inde, 0,5 tonnes. On voit que finalement en Inde, ils ne sont pas loin, vous voyez, 75 kilos, ça c'est 500 kilos. Donc en fait, cet environnement différent fait que leur consommation est plus basse. Et vous savez tous que l'avenir au niveau énergétique aujourd'hui, la question c'est de se dire, eh ben, si on va aller à 5 tonnes par an en Inde, 5 tonnes par an en Chine, où va-t-on? Et maintenant, on va revenir dans le deuxième aspect sur l'énergie, les énergies renouvelables dans ce domaine. Alors, je vous ai remis les choses des unités, et après je passerai à des exemples, mais les unités, c'est très important. Le kilo, c'est 1000 fois. Le méga, c'est le million, c'est 1000 fois 1000. Le giga, c'est le milliard, c'est 1000 fois 1000 fois 1000. Le téra, c'est 1000 fois 1000 fois 1000, c'est 1000 gigas. Et l'hexa, c'est 10 puissance 18, un 1 et 18 zéros derrière. Eh bien, aujourd'hui, la consommation énergétique mondiale, c'est 500 hexajoules. Donc, ça représente en fait 12 gigatonnes équivalent pétrole par an. Vous voyez la consommation qu'aujourd'hui on fait dans le monde. C'est absolument énorme. Et ça correspond à une puissance tous les jours de 16 terawatts. Donc quand on voit ça, et quand on regarde l'évolution du monde dans les projections en termes de nombre d'habitants et en termes de consommation, regardez ici, vous voyez que l'Inde consomme pratiquement rien. Il y a 1 milliard d'habitants. Vous retrouvez pratiquement les 500 hexajoules. Et voyez la montée. 71, 80, 90, 2000, 2003, 2005, ça monte, ça monte, ça monte. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Et vous voyez, regardez, et là c'est simplement les pays de l'OCDE, donc l'Europe, États-Unis, etc. Regardez l'Inde, il n'y a rien. La Chine, qui a commencé son développement, il y a un petit peu plus. Mais regardez, où va-t-on aller au niveau énergétique si on continue? On ira à 5 tonnes, on ira à combien? Donc on est face à un dilemme terrible en termes énergétiques.
Et donc, il faut absolument que sur les questions d'énergie, on réfléchisse à ces aspects-là. Le deuxième aspect que je ne vais pas présenter parce qu'il est plus connu, donc il y a le risque énergétique. La première chose, c'est que le pétrole est fini. Le pétrole, il y en a, mais c'est du stock, il va falloir aller le chercher. Donc il est de plus en plus difficile à chercher. Donc ces fameux millions de barils de pétrole, comment on va faire dans 20 ans, dans 30 ans? Et on sait aujourd'hui que le pétrole va décroître, de la même façon que beaucoup d'énergies fossiles. L'autre point, donc point, la crise, on voit la montée de la consommation d'énergie, les problèmes de finalement que l'énergie est finie, hein, on ne peut pas aller creuser comme ça tout le temps, et puis un jour, même si on va en Arctique, etc., il y aura des limitations. Et le troisième problème, c'est le problème climatique qui nous pend au nez. Il fait plus que nous pendre au nez, il a commencé, c'est-à-dire l'augmentation des températures associée au dégagement de CO2, parce que ce pétrole, on le brûle. Et quand on le brûle, on dégage ce qu'on appelle du gaz carbonique. La réaction, c'est le carbone, en gros, le carbone plus l'oxygène donne du gaz carbonique et qui fait le fameux effet de serre. Donc on est face à une situation qui, si on la prend en étant mal luné ou en se levant du mauvais pied, on se dit c'est terrible, c'est terrible. On a une situation absolument comment on va faire. Et je dirais heureusement pour moi les choses, on peut aller dans le mur, ça c'est clair, si on ne prend pas les bonnes décisions, pas suffisamment tôt, etc. On peut aller vers des situations extrêmement graves. Mais l'espoir est permis. Je vous ai montré, c'est bien d'avoir vu ce premier film. Vous voyez que le premier film sur ces deux, les éoliennes ou les hydroliennes qui sont mises dans l'eau, eh bien, elles produisent de l'énergie. Et elles produisent de l'énergie sans dégager de CO2. Elles produisent de l'énergie finalement sans altération sur l'environnement. Et c'est ça la problématique générale et qui nous donne espoir. Et qui, moi, en tant que chercheur, me donne espoir depuis maintenant peut-être une trentaine d'années. Alors voilà, comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire avec ce problème d'énergie? Alors vous voyez, ici, ça c'est une courbe qui montre la croissance de la consommation d'énergie. Alors vous retrouvez votre hexajoule, le grand EJ, c'est hexajoule, c'est 10 puissance 18. Vous voyez, quand on était en 2000, on était à peu près à 400 hexajoules. 2010, on est monté gentiment à 500. 2020, on va monter à 800. 2030, on monte, on n'arrête pas. On n'arrête pas dans une situation où, si vous regardez les ressources de pétrole ou les ressources de charbon, eh ben, elles ont tendance, tout le monde s'accorde à dire que finalement, ça sera peut-être de plus en plus difficile et on a une situation dans laquelle ces ressources sont limitées. Le gaz. Alors évidemment, le gaz, il y en a plus, donc on voit que le gaz va pouvoir cadrer les choses. Par contre, on est avec un véritable déficit. Et ce qu'on voit apparaître toutes ces, vous voyez, le vert clair, le vert un plus foncé, le bleu, je ne sais pas comment le définir, le marron, etc. Ce sont des énergies renouvelables. Et donc on voit, et tout, que ce soit ici c'est fait en Allemagne, mais que ce soit en Allemagne ou que ce soit l'Agence internationale de l'énergie, l'ADEME, tous les endroits où on discute des problématiques énergétiques, partout, la question des énergies renouvelables se pose dans le futur. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en 2020, il existe des énergies renouvelables. Il y en a pas mal, il y en a 17%. Ça vient de ce qu'on appelle la biomasse classique. On appelle ça biomasse, mais qu'est-ce que c'est? C'est le bois. C'est ce qu'on fait. C'est une énergie renouvelable, on le verra. C'est la tradition. On a toujours utilisé du bois. Et quand on fait une bonne flambée avec du bois, on l'a pris dans le jardin ou je ne sais pas où, les stères, on les brûle, paf, ça repart dans l'atmosphère. Le lendemain, les plantes, elles repoussent. Donc elles reprennent le CO2, elles le remettent, on le recoupe, on peut en faire ça pendant pas mal d'années, ça ne change pas le bilan. Vous voyez, à la fin, ça ne change pas. Ce bois-là, c'est pour ça qu'on l'appelle renouvelable. Ce n'est pas comme du charbon qu'on va chercher au fond du trou et qu'on brûle. Donc on a une situation qui est différente et c'est pour ça qu'on appelle ça la biomasse traditionnelle. Et vous voyez apparaître ici des nouvelles énergies renouvelables qui sont celles dont je vous ai montré les hydroliennes et que je vais détailler un peu plus. Alors, je voudrais simplement vous faire remarquer que si vous regardez ce qui est prévu, alors c'est bien sûr, les scénarios n'engagent que ceux qui les font. Hein, un scénario, il est pris avec des hypothèses. Il faut voir qu'un scénario, ce n'est pas l'avenir. On cherche à le prévoir. Mais un scénario, il peut être complètement différent demain si quelque chose ne se fait pas. Un scénario, ça reste un scénario. Ce que nous savons, c'est ce qui s'est passé jusque-là. Ça, il n'y a pas de problème, on sait. Par contre, à partir de là,
C'est nous qui allons décider. Et les situations qui va décider de ce qu'on va faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, regardez en 2100, ce qui est en train de se prévoir. Vous voyez qu'en 2100, ici, vous avez pratiquement 70% d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'en fait, les scénarios qui sont actuellement en train de se mettre en place sont sur une base sur laquelle, globalement, en gros, l'entrée des énergies renouvelables dans ce qu'on appelle le mix énergétique, le mélange énergétique, sera une entrée qui ne sera pas 2%, qui ne sera pas 3%, ni 10%, mais qui peut aller vers une contribution très importante à hauteur de 50, 60, 70%. Il y aura ce qu'on appelle un mix énergétique, mais ce mix énergétique pourra accueillir, avec le temps et avec aussi notre volonté, pourra accueillir de plus en plus d'énergie renouvelable. Donc, voilà la situation. Et puis maintenant, je vais passer sur... on va définir ce que c'est qu'enfin une énergie renouvelable. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie renouvelable? C'est une énergie qui se renouvelle. Et qui se renouvelle à notre échelle. À l'échelle de nos enfants, à l'échelle de nos petits-enfants, et à l'échelle peut-être d'un millénaire ou de 2 millénaires, etc., etc. Mais voyons déjà une énergie qui se renouvelle. Une énergie où demain, après-demain, nous savons ce qui va venir, nous savons combien nous allons avoir, etc. Parce que finalement, quand on regarde, quand on creuse pour chercher du charbon, ce qu'on a fait tout le temps, parce qu'on ne savait pas les collecter, ces énergies au départ, on était bien obligé d'utiliser ce que nous avions. On ne sait pas ce qu'il y a sous le sol. Qui sait ce qu'on va sortir demain de telle mine, de tel champ, de tel... On ne sait pas. Et on vit sur finalement une sorte d'énorme incertitude. Prenez le soleil. On sait qu'il fait jour. On sait demain combien il va y avoir. Alors bien sûr, s'il pleut, si machin, si etc., ça va diminuer. Mais malgré tout, ce sont des énergies prédictibles. On sait combien on va avoir demain. Et comme on sait, c'est comme les gens qui ont leur salaire en fin de mois, ils savent combien ils peuvent dépenser puisqu'ils savent combien ils auront. Mais avec le problème de quand on creuse, on ne sait pas et on ne sait pas les prix. On sait que, par exemple, il y a sans doute du charbon, mais ce charbon, plus il sera difficile à aller chercher, plus il sera cher. Vous avez de l'énergie du soleil ou du vent, l'énergie, elle est là. Et elle a pas le prix, lui, ne va pas augmenter nécessairement. Alors, qu'est-ce que c'est que les énergies renouvelables? C'est donc des énergies de flux. C'est des énergies qui viennent, qui nous arrivent continuellement et qui sont transformées. Le soleil, il n'arrête pas de rayonner. Et puis ils arrivent sur Terre, cette énergie, c'est une énergie de flux. Elle nous arrive. Et cette énergie de flux, bien sûr qu'elle n'est pas infinie. L'énergie qui vient du soleil, c'est de la fusion nucléaire. C'est la fusion des noyaux d'hydrogène. Cette fusion, elle va prendre fin. Chacun sait que les étoiles, elles finissent par mourir et qu'il se passe des tas de choses à la fin et que ce ne sera pas drôle pour les gens qui seront à la Terre à ce moment-là. Mais ça sera dans 4 milliards d'années. Vous voyez ? Donc ça diminue, mais ça diminue sur un temps important. Après, vous avez donc les énergies de flux, le soleil qui nous envoie de la lumière, donc des photons, la Lune qui tourne, qui elle nous envoie la gravité, c'est une force importante, là, ce qui fait tomber les objets, la force de gravité, et la Terre qui nous envoie de la chaleur. La Terre, elle a la géothermie, elle a de la chaleur qui vient des processus de fusion cœur-noyau qu'on a au fond, qui montent, et on a cette chaleur qui vient de la Terre. Donc ce sont des énergies renouvelables de nature différente. Et puis, ce qu'on appelle énergie fossile, c'est des énergies qui sont enterrées, ce sont des énergies de stock. C'est des énergies qui sont dans le frigo. C'est comme si on disait, finalement, je l'ouvre le frigo, tant qu'il y a du lait, il y a du beurre et tout, mais à un moment donné, il faut aller chercher les vaches, il faut aller chercher, etc. Mais pour l'instant, la Terre est comme un frigo, et elle contient un certain nombre d'énergies de stock qu'elle a accumulées pendant des millions d'années. Et vous avez en énergie de stock, bien sûr, le pétrole, qui vient d'ailleurs, on en reparlera du pétrole, le charbon, le gaz, mais aussi l'uranium, le thorium, etc., qui sont aussi des énergies qui sont localisées de stock. C'est important, cette notion des deux de différence. Alors, prenons l'énergie solaire maintenant. Alors, l'énergie solaire, elle arrive avec une... Je vous ai parlé tout à l'heure de watts, etc., le soleil, il rayonne tout le temps. Si on se met avec un panneau et qu'on mesure l'énergie qui nous arrive du soleil, au niveau de la Terre, quand on se met comme ça en face et qu'il fait beau et tout, il y a à peu près 1000 watts par mètre carré qui arrivent. 1000 watts. Vous imaginez une lampe, quand vous achetez des projecteurs de 1000 watts et que vous éclairez, ça en fait de la lumière. Ça consomme de l'électricité. 1000 watts.
Donc ça veut dire qu'en fait, le Soleil, il nous donne une énergie très très importante. Alors je vais passer les calculs pour combien ça fait. Ce qui est très important, c'est que fait cette énergie quand elle arrive. Les photons arrivent, une partie est prise par l'atmosphère, une partie est réfléchie, une partie arrive sur la Terre. Le photon, quand il arrive, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer de la chaleur. La première conséquence de l'éclairement, vous avez votre voiture, vous la mettez en plein loin, on ne peut plus s'asseoir. Vous mettez un corps métallique l'été, etc. Quand il y a du soleil, on ne peut plus s'asseoir. Donc en fait, la première transformation photon en énergie, l'énergie des photons est communiquée aux objets, aux gaz, à tout ce qu'on veut, sous forme de chaleur. Et une fois qu'on a de la chaleur, eh ben, on va avoir du vent. Le vent, il transporte, etc. On va avoir l'éolien, on va avoir des courants marins. Les courants marins sont aussi de la chaleur. Ça fait ce qu'on appelle les hydroliennes. Et donc vous voyez que les hydroliennes, dont j'ai montré le film tout à l'heure, c'est une énergie solaire dérivée. Vous avez en énergie thermique ce qu'on appelle les capteurs solaires qui vont chauffer l'eau, selon que vous avez sur certains immeubles. Donc ça, c'est de l'énergie, on appelle cela le solaire thermodynamique. L'énergie thermique des mers, parce qu'en bas, c'est froid et en haut, c'est chaud. Et à la réunion des endroits où il y a des grandes profondeurs, eh bien, il suffit d'utiliser le différentiel, mettre des pompes à chaleur, des choses de genre pour faire ça. Vous avez aussi, que fait la chaleur? Elle fait évaporer l'eau. Donc si elle fait évaporer l'eau, l'évaporation de l'eau va monter de l'eau à des centaines de mètres. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un kilowattheure, c'était 1 tonne sur 400 et quelques mètres. Vous voyez que l'eau, grâce à la chaleur, la lumière, va monter à les nébulus, enfin les cumulus sont assez hauts. Vous voyez que vous montez de l'eau et qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Donc ça va donner l'hydroélectricité. Enfin, vous avez la photosynthèse. La photosynthèse, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le rôle de la vie. C'est l'utilisation du gaz carbonique qui a été produit et tout. Et ce gaz carbonique, en présence d'eau et de lumière, et des sels minéraux, tout ça, parce que c'est des composés vivants, va donner ce qu'on appelle la photosynthèse et la biomasse. Et enfin, vous avez une énergie à laquelle j'ai pratiquement consacré toute ma vie, actuellement, qui sont l'énergie directe des photons. Cette lumière qui nous arrive, elle nous arrive sous forme de photons, et on peut se dire, mais finalement, plutôt que de prendre ce qui est dérivé de l'effet des photons sur la matière, la chaleur, le vent, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser directement les photons quand ils arrivent et leur faire de l'électricité? C'est ce qu'on appelle l'énergie photovoltaïque. Et la différence entre cette énergie photovoltaïque et les autres, d'une certaine mesure, c'est que cette énergie, quelque part, elle est nouvelle. Elle est très différente parce qu'elle n'existait pas auparavant. Elle est nouvelle parce qu'à une époque, quand il y a du soleil, quand il fait chaud, la seule façon d'avoir de l'énergie, c'est brûler les arbres parce qu'on n'arrive pas à faire directement de l'électricité avec le soleil. Et aujourd'hui, et c'est encore un exemple du rôle de la technique et le rôle des technologies aussi et du progrès scientifique, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire du photovoltaïque, de capter directement l'énergie. Alors, je vais donc maintenant vous montrer les... Fasse attention au niveau du temps. Alors la Lune, vous voyez les marées, etc. Quand la Lune tourne autour quand la Lune tourne autour de la Terre, eh bien, on va déplacer, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle l'hydrolienne avec marée haute, marée basse. La géothermie, je vous en ai parlé de la géothermie, c'est ce que vous avez ici. Vous êtes à la fois pionnier et développeur de ça. Et c'est une énergie qui nous vient du fait que la chaleur diffuse à travers toutes les couches de la Terre. Et quand elle arrive, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un cube d'1 kilomètre de côté et que vous laissez changer de chaleur de 20 degrés et que vous récupérez l'énergie, ça vous donne une centrale électrique de 13 MW ou thermique de 13 MW pendant 20 ans. Il faut 20 ans, par exemple, que l'énergie géothermique est une énergie qu'on utilise et qui est utilisable. Alors, pas partout, mais utilisable. Alors, les questions d'énergie, ça a été un débat pendant très longtemps. Et ici, vous avez l'exemple des miroirs d'Archimède. Je ne sais pas si vous avez... C'est en fait le fait qu'on a concentré l'énergie solaire. Et ici, c'est un livre qui a été écrit par M. Mouchot. Auguste Mouchot, je crois. La chaleur solaire et ses applications industrielles. 1869. En 1869, tout le 19e siècle a été un siècle dans lequel les énergies renouvelables, en particulier thermiques, ont été très utilisées. Il y avait des miroirs solaires en Algérie, il y en avait dans le sud de la France, etc. Et en fait, ce qui a été exceptionnel chez lui, c'est de voir le temps qu'il a fallu pour essayer de comprendre ce que c'était que cette énergie. Vous
voyez, une tuile mince se fondit au bout de 4 secondes et fut vitrifiée au bout de 80. Et donc, ils ont étudié pour essayer de comprendre la quantité d'énergie. Et ça a donné des applications remarquables. Regardez ce qu'il y a eu. L'exposition universelle, c'était en 1898, je crois. 1878. Eh bien, il y avait un parabolique aux côtés de Montmartre. Donc, c'est Augustin Mouchot. Et il écrit « Éventuellement, on ne trouvera plus de charbon en Europe. Que fera l'industrie ?» Sa réponse était la maîtrise de l'énergie solaire. Après 20 ans de recherche, il a inventé le principe de poursuite du soleil avec un capteur à concentration. La machine exposée à Paris avait un réflecteur en cuivre argenté, un circuit hydraulique, un cylindre peint en noir. Elle produisait assez de vapeur pour faire marcher un moteur avec la puissance d'un demi-cheval. C'est bien écrit. Combien il faisait de puissance ? 300 watts. C'est un demi-cheval. 300 watts. Donc on voit finalement que de ce point de vue-là, les choses étaient déjà faites. Alors je passerai les détails sur le spectre solaire, etc., dans l'espace qu'on a. Il faut savoir qu'un mètre carré, juste à l'extérieur de la Terre, en fait, reçoit l'équivalent d'une tonne, d'une tonne de pétrole par an. C'est ce qui est considérable en termes d'énergie équivalente. Quand on descend au niveau de la Terre, regardez le potentiel de l'énergie solaire sur Terre. Ici, c'est pour l'Europe. Vous avez ici, alors c'est des courbes qui sont très connues. On a toutes ces courbes, c'est dans les classeurs, je vous montrerai des distributions plus locales. On peut même aller localement sur une région. On pourrait regarder ici les Moulineaux en solaire, etc. Vous voyez qu'il arrive sur le sol français environ 1,3 MWh par mètre carré par an. En fait, toute la puissance, tout le travail électrique qui est fait par exemple en France, c'est autour de 540 TWh, ça correspond à ce que reçoit le territoire français dans un carré qui fait à peu près 25 km par 25 km. C'est pas énorme. C'est pour vous montrer les ordres de grandeur de cette énergie qui nous arrive renouvelable. C'est très important. Parce que 25 km par 25 km, 500 km², on peut dire c'est beaucoup, évidemment, si c'est concentré. Mais est-ce que vous savez combien de surface de toit et d'infrastructures, de routes, etc., qu'on a en France? On a pratiquement 9% du territoire français qui est infrastructuré. Il y a des dizaines, il y a 30 000 km² environ de places, etc. Si on équipait une partie de ces choses-là avec l'utilisation par énergie, on aurait cette situation. Et en fait, si on prend des systèmes électriques ou autres systèmes à 10%, on est à 5000 km². Alors sur l'Afrique, quand on descend, alors là c'est impressionnant, c'est des pays où les gens n'ont pas accès à l'électricité, il y a des milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès au réseau électrique, etc. Et quand on regarde en général leur distribution en énergie, elle est très importante. Alors ces chiffres-là pour vous montrer le potentiel de ces différentes énergies, en fait on a fait des études, vous voyez ce qui arrive au niveau de l'énergie solaire, c'est 1000 fois, alors le E qui est ici, c'est la consommation d'énergie dans le monde pendant un an. 12,3 milliards de tonnes équivalent pétrole. Vous voyez que la Terre reçoit à l'extérieur environ 10 000 fois cette énergie. 10 000. Si on descend au niveau du sol, c'est autour de 6-7 000 aujourd'hui. C'est-à-dire que l'énergie arrive 6-7 000. Le cycle hydrologique, il est à 2500 fois l'énergie consommée par l'homme. La photosynthèse, c'est-à-dire la biomasse, ça fait un peu moins, 2,5 parce que c'est un process qui est un peu moins efficace. Les vents, les courants marins, les marées océaniques, la géothermie, vous voyez la géothermie avec la conduction dans les roches, on a 2 fois. Donc en fait, on a une situation dans laquelle, c'est le titre un peu de votre semaine, l'énergie, il y en a énormément. Il y en a énormément, il y en a plus que ce qu'on a besoin. À nous maintenant de trouver les moyens de la collecter. Alors là, c'est des choses que vous avez peut-être entendu parler, un petit bout de Sahara, ça ferait toute la... Mais bon, je vais passer, comme j'ai eu le tas de problèmes au début. Vous voyez, c'est la consommation d'Europe en 25, le monde, vous voyez, ce qu'il faudrait comme énergie, comme surface pour convertir l'équivalent de la consommation mondiale ou européenne. Donc c'est des surfaces qui sont quand même très faibles. Alors l'œil potentiel, je vous l'ai déjà montré. Je vais essayer maintenant de passer à les... Voilà, alors l'éolien. Alors ça, c'est les vieilles éoliennes. Alors tout le monde aime bien les vieilles éoliennes. On se déplace, il y a des embouteillages. Je crois que ça, c'est en Corse. C'est un vieux moulin, etc. Et par contre, les autres derrière, elles ont moins la cote. Pourquoi ?
Il y a plein de choses derrière. Si on étudiait, on pourrait passer une soirée entière à discuter des relations de l'homme à l'éolien. Il faut voir une chose, c'est que les énergies renouvelables, pour l'humanité, ces énergies-là, c'était très difficile. Il fallait subir le cycle du vent, il y avait les corvées d'eau, etc. Donc en fait, quand l'homme s'est affranchi de la dépendance à la nature sur l'énergie, il a franchi un immense progrès. La machine à vapeur, le charbon, quel progrès. Il n'y avait plus besoin d'aller au moulin, etc., etc. Et il nous en est resté quelque chose de tout ça. Il nous en est resté quelque chose. Psychologiquement, on s'est affranchi, on a beaucoup lutté contre la nature. On est finalement arrivé à faire qui est le charbon, le pétrole, le moteur avec explosion, tout ça. Et finalement, on s'en est affranchi. Et on a associé les énergies, notamment l'éolien et autres, comme une très grande dépendance. Et aujourd'hui, on a tendance un peu à restituer ça par rapport, on se dit oui, mais c'est une régression de revenir avec de l'éolien, etc., etc. Et en fait, il y a des aspects qui ne sont pas simplement des aspects techniques, scientifiques, ils sont des aspects aussi qui sont des aspects psychologiques dans la façon d'aborder un changement énergétique dans lequel on va plutôt réutiliser la nature, se remettre en cycle la nature. Pendant des siècles, on a lutté contre la nature, on a imposé nos lois, on a imposé nos champs, on a fait toutes sortes de choses, etc. Aujourd'hui, c'est un autre cycle et il faut s'y remettre. Alors les éoliennes, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais tout ça, c'est bien prévu, etc. Voyez aussi une chose intéressante. Tout ce qui est, c'est pour ça que je vous disais, l'intérêt des énergies de flux, c'est qu'elles sont mesurables. On sait combien il y a en moyenne. Bien sûr, de temps en temps, il y a des fluctuations. Mais on sait combien on a d'énergie à tout endroit dans le monde. Et c'est vrai, regardez pour l'éolien. Donc c'est une carte avec, comme je vous ai montré pour le solaire tout à l'heure. Regardez les États-Unis. Les États-Unis savent à peu près où il y a les maximums de vent. Ils ont les vitesses, etc. Ils peuvent faire des calculs. On peut prévoir. On peut construire un système énergétique en prévoyant plutôt qu'en étant en train de se dire est-ce que je vais trouver du pétrole ou je creuse, etc. Je ne veux pas dire, je ne nie pas l'intérêt et l'importance des énergies fossiles, c'est grâce à elles qu'on est là, mais je ne nie pas l'importance qu'il faille y aller et continuer, mais je dis regardez ce que nous avons aujourd'hui et ne nous fermons pas les yeux sur le potentiel. Voyez par exemple ici, les sources, on peut même prévoir les courants éoliens à travers des reliefs, etc., etc., au niveau du sol. Ça c'est pour l'éolien. Les turbines, alors évidemment, sont très grandes. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des turbines. Alors c'est du 5 MW. Vous voyez, une éolienne, c'est quand même... Regardez la cathédrale de Strasbourg à côté. On voit des choses. Et ça, c'est l'éolien offshore. Et il existe, cet éolien va se développer au niveau offshore. Et on a des exemples aujourd'hui au Danemark, en Allemagne et en France. Parce qu'il y a eu des projets qui sont acceptés. Et j'espère pouvoir vous montrer un jour des films comme sur les hydroliennes, avec notamment certaines fermes qui seront faites offshore en France. Alors l'évolution de la taille, vous voyez, au Danemark, 20% d'origine éolienne aujourd'hui, 50% en 2025. Voilà la progression de l'éolien qui monte en puissance. Le coût, qui est un point très important. On ne fera pas d'énergie renouvelable si c'est trop cher. C'est un point évident qu'on savait déjà mettre des cellules solaires dans l'espace. En 1958, le premier satellite a été fait à partir un des premiers satellites avait déjà des cellules photovoltaïques. Regardez les robots Spirit, je ne sais plus comment il s'appelle le deuxième. Les 2 rovers qu'il y avait sur Mars avaient d'énergie solaire. Mais par contre, cette énergie solaire marche très bien, mais elle était très chère. Donc ce qui a été fait en recherche pendant des années et au niveau industriel, c'est abaisser les coûts de cette énergie de façon à ce que ça devienne une énergie le plus possible compétitive par rapport à quand on prend du pétrole, quand on prend du gaz, etc. Et ici, l'exemple est donné sur l'éolien. Et aujourd'hui, pour l'éolien, on est dans des situations où vous voyez apparaître des choses qui ressemblent à ce que vous avez sur votre facture d'électricité. À peu près 6 centimes d'euros par kilowatt. Nous, on est à peu près à 11-12. En Allemagne, dans d'autres pays, ils sont à 27 centimes d'euros par kilowattheure. Excusez-moi, pas kilowatt, kilowattheure. Donc c'est une énergie. Donc en fait, on voit que les énergies renouvelables, c'est vrai pour l'éolien, c'est vrai pour le photovoltaïque, sont en train, sur le point de basculer du côté de la rentabilité économique. Et c'est un point extrêmement important parce que sans rentabilité économique, ça ne pourra pas se développer au-delà de démonstrateurs. Voilà pour l'éolien. Donc alors il y a des petits éoliens, il y a plein d'idées pour faire des choses différentes. Vous voyez, l'éolien, ce n'est pas simplement des grosses turbines, ça peut être des petites turbines d'appoint, etc. Vous voyez apparaître une créativité au niveau des architectes éoliens.
Alors, la conversion thermique, très rapidement. La conversion thermique, c'est celle qui consiste à faire du solaire concentré. Alors là, les rendements peuvent être assez élevés. Et là, vous voyez, c'est des choses qu'on connaît bien. C'est des paraboliques. On va concentrer les rayons du soleil. Alors des centrales à tours, il y a des centrales à ce qu'on appelle cylindro-paraboliques, il y a des centrales à disque. Et tout ça, ça se développe. Et en fait, finalement, en France, on a été extrêmement à promesse au CNRS à Perpignan. Il y avait eu aussi un projet avec EDF qui s'appelle Thémis. Peut-être que certains d'entre vous ont connu l'expérience Thémis. Tout le monde en était extrêmement fiers. C'est un peu comme l'usine marémotrice de la Rance qui continue à travailler aujourd'hui. 250 MW en 1966. Oui, 240 MW. Et elle tourne très bien. Alors par contre, on peut discuter, est-ce qu'il faut faire ça, est-ce qu'il faut bloquer des espères et tout, mais c'est quand même de beaux exemples, et il y a eu ces exemples. La centrale de Thémis, elle était en 72, ou déjà là, elle fonctionnait dans les années 70, etc. Donc voilà, des choses qui se développent, de très beaux, avec du stockage, vous voyez, des stockages thermiques, c'est la différence. Alors on les voit beaucoup en Espagne, parce qu'il faut du solaire direct. Alors c'est pour vous donner un exemple, hein, je n'ai pas grandi depuis. J'ai pris quelques années, mais ça c'est un exemple en Espagne, au sud de l'Espagne, dans le désert, un désert qui est au sud où ils tournent les films d'Ennio Morricone. Ça va me revenir. Bon, c'est pas grave. Et donc vous voyez, ça c'est des héliostats qui renvoient le soleil sur les turbines. Alors ce que vous voyez, c'est que tout ça c'est suivi. Ça, on était monté dans la délégation au niveau du cœur et on voyait la tache lumineuse qui se mettait et tout. Il fallait gérer ça, il fallait surtout que les faisceaux lumineux ratent pas leur cible parce que c'est des températures extrêmement élevées. Et là, il y a des travaux extraordinaires qui sont en train de se faire, d'utiliser des très hautes températures faits par des concentrateurs pour fabriquer directement de l'électricité. Les travaux faits au CNRS, par exemple à Perpignan, aux Promesses, sont des travaux qui visent à développer ces filières. Alors j'ai pris plein de photos, mais je ne vais pas, vous voyez, ça c'est quand ils sont bas, vous voyez, la tâche elle est focalisée là-bas. Ça c'est d'autres exemples. Et puis c'est toujours moi devant un cylindro parabolique. Vous avez vu la taille du cylindro parabolique ? Et le milieu, on a le fluide qui passe. Et en fait, c'était en plein hiver, c'était un mois de janvier. On avait vraiment l'impression, et ce que j'aimais dans cette image, c'est que c'est quelque chose qui donnait l'impression de collecter l'énergie comme si on la récoltait, en fait. Hein. On avait l'impression, c'était l'image que je m'étais faite. Voilà, donc les exemples de plein de choses en parabolique. Alors l'histoire des choses, c'est celle-là aussi. Et je veux peut-être pas trop... cette histoire est très intéressante. C'est qu'en fait, on voit que tout ce domaine a démarré dans les années 80. Et il s'est arrêté brutalement. Pendant 20 ans, le domaine n'a pratiquement pas été développé parce que c'était une période où le pétrole était très peu cher, donc compétitivité. Il n'y avait pas cette question d'épuisement des ressources qui était moins importante. On avait moins, dans la deuxième période, après la grande crainte des chocs pétroliers, s'est retombé. Il y a eu le développement de l'énergie nucléaire qui a été une réponse au choc pétrolier. Et en fait, on revoit démarrer dans les années 2000, aujourd'hui, dans les 2005, depuis 2000 en fait, on revoit démarrer ces énergies renouvelables. Et là, c'est pour l'exemple du parabolique à concentration. Alors là, c'est quelque chose qui est très important. C'est aussi, il ne faut surtout pas oublier l'efficacité énergétique des maisons, c'est aussi un point important, mais on peut aussi collecter la chaleur du soleil sans avoir besoin de passer par des concentrateurs très puissants. Il suffit de mettre des effets de serre. Mais cette fois-ci, l'effet de serre, simplement des parois. Avec, là aussi, il y a beaucoup d'études de recherche qui sont intéressantes. On confine la chaleur, on chauffe un fluide, et on sait aujourd'hui que sur une toiture, quelques mètres carrés de ce type de capteurs qu'on appelle des capteurs thermiques sont suffisants pour l'eau chaude dans la maison. C'est-à-dire que là, on convertit chaleur à chaleur. Et c'est très intéressant parce que les rendements sont très élevés par rapport à d'autres. Voilà, bon, c'est l'exemple. Le solaire photovoltaïque, je vous en ai un petit peu parlé, donc je ne vais pas aller très vite. Donc ça, c'est le début avec le fameux satellite dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, le photovoltaïque, les cellules vont à 25% de rendement au maximum et on commence à avoir des modules qui sont à pratiquement entre 15 et 20%. Donc je passe rapidement. Alors l'intégration au bâtiment, c'est très important au niveau urbain. Il faut se préoccuper, il faut faire preuve d'imagination. Il ne faut pas prendre des panneaux comme ça, qu'on plaque, etc. Et c'est là qu'en particulier, au niveau, il faut marier technique, culture, aspects sociaux. Et en fait, il faut faire des choses qui sont belles.
des choses qui soient intégrées, vraiment, s'il y a un domaine dans lequel il faut aussi aller, c'est de travailler sur cette intégration. Et vous voyez par exemple des exemples de photovoltaïque qui s'intègrent extrêmement harmonieusement au paysage, soit en façade, soit en surface. Je vais vous donner des exemples qui me font rêver personnellement. Alors là, c'est un peu moins intégré, sauf que ce que vous avez ici, c'est une centrale qui alimente, donc c'est une partie de champ qui alimente un village. Alors ça date de 2005, hein, ça, c'est la centrale de Pocking, le village en Allemagne, 60 MW, et j'adore ça, parce que c'est un bel exemple d'utilisation combinée des fonctions. C'est un exemple, vous pouvez faire de l'élevage, vous n'avez pas de rejet, il n'y a pas de choses qui se déposent, etc., etc. On peut utiliser, et on voit aujourd'hui de magnifiques exemples de serres photovoltaïques, où on va mettre au-dessus des serres, on va faire des serres normales, mais on va mettre une partie énergétique. Et en fait, on récupère les doubles fonctions, on paye une partie de la serre, la toiture de la serre, il faut bien la payer. En général, elle est en verre, donc on la paye, et cette toiture, elle donne en plus de l'énergie. Et ça, c'est un des points clés, c'est associer les choses pour réduire les coûts, associer du bâtiment, le photovoltaïque, thermique photovoltaïque, ça sera une industrie du bâtiment. Je vais vous montrer un exemple de choses qui se font. Alors là, c'est les moutons, mais il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a beaucoup de pays, par exemple, dans le sud méditerranéen, qui aiment bien l'ombre. Il y aurait plus d'ombre, ça serait pas mal. Je ne sais pas si vous êtes baladé et voir les chèvres, un troupeau de chèvres sous un olivier, elles cherchent l'ombre, hein. Quand il fait chaud, tout le monde est dessous. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir des développements originaux, d'utiliser les effets d'ombrage, etc., etc. Voilà, par exemple, un seul tenant, des panneaux qui se font aujourd'hui, sur lesquels on travaille à l'IRDEP, enfin en particulier, c'est des panneaux qui sont faits directement sur du revêtement de verre. Vous voyez un panneau qui fait un seul tenant, qui fait pratiquement 5 mètres carrés. Donc on commence à avoir des éléments de construction. Bientôt, on ne mettra pas un mur sans se préoccuper de ce mur, est-ce qu'il ne peut pas produire de l'énergie? Et ça, c'est vrai pour les murs, c'est vrai pour les toitures, c'est aussi vrai pour les routes. Quand vous promenez, quand on va au péage Saint-Arnoux, etc., et qu'on se balade, on voit que la surface de bitume, si cette surface faisait de l'énergie, vous imaginez la ressource qu'on aurait. Et on sait que chaque année, il faut remplacer je ne sais pas combien de milliers de kilomètres de route par du goudron. Si on remplaçait le goudron par des panneaux adaptés pour ça, quelle ressource? Donc c'est des discussions, vous voyez, faire preuve de créativité au niveau de la beauté, de l'esthétique, faire preuve de créativité en matière d'utilisation des espaces pour leur donner des doubles fonctions. Voilà un peu la démarche renouvelable avec la plus forte acceptabilité. Voici par exemple un toit entier, c'est une maison positive, un toit entier qui est fait avec des panneaux photovoltaïques, on ne dirait pas. C'est des panneaux qui sont faits avec des technologies couches minces. Et en fait, cette maison produit, vous voyez, 12 000 kWh par an. Et donc, en fait, elle exporte quelque part, elle utilise en autoconsommation presque 1 MW, 9 000 kWh, et en fait, on a 12 000 qui sont produits. Et puis, alors là, on a travaillé, j'ai passé une bonne partie de ma carrière à travailler avec des collègues européens. C'est Würth Solar, qui est un grand laboratoire qui est à Stuttgart. Et ce que j'ai beaucoup aimé, j'ai repris, c'est cette référence à ces types de panneaux. Ils se disaient « The haute couture photovoltaïque ». Et je trouvais très intéressant qu'ils prenaient comme référence parce que ces panneaux sont particuliers. C'est ceux que vous avez sur les calculettes. C'est des panneaux où on voit des bandes. Et comme le panneau est noir et que les bandes sont blanches, ça fait tout à fait voilà ce qu'on a le complet veston. Voilà de beaux exemples architecturaux d'intégration du photovoltaïque. Voyez, alors là, c'est des nouvelles générations photovoltaïques presque transparentes où vous allez voir, on peut voir à l'intérieur, c'est des cellules qui sont faites qui ont été développées en Suisse notamment. Voilà des exemples de photovoltaïque d'intérieur, etc. Et puis des exemples d'urbanisme, voilà. Enfin, je voudrais terminer en vous présentant, alors là, c'est les ressources, donc je vous ai un petit peu parlé, on peut calculer des tas de choses, mais regardez, Philippe Blanc, c'est un collègue qui est aux mines du côté dans le sud de la France. Ils ont des ressources qui sont faites directement, localement. Ils sont capables de calculer l'illumination qui est faite. De plus en plus, on peut le faire de façon très précise. Voilà, bon, je vais aller un tout petit peu plus loin. Je voudrais vous montrer une chose. Alors là, peut-être la conclusion. La conclusion, c'est de dire aujourd'hui où on est et comment on peut aller plus loin. Et il y a un exemple qui est à regarder attentivement, c'est ce qui se passe aussi en Allemagne. En France aujourd'hui,
on est sur la route. On va assez vite, on peut rattraper un certain nombre de choses. La partie n'est pas du tout finie. Mais regardez ce qui se passe en Allemagne. Ce qui est représenté ici, c'est en fait la consommation. Vous voyez, l'électricité est donnée tous les jours dans le réseau. Et chaque jour, on consomme, la nuit, on consomme moins d'électricité, le jour, on en consomme plus, la nuit, le jour, etc. Et vous avez un mois. C'est le mois de mai 2012. Donc cette année. Et vous voyez, alors Tuesday, Wednesday, c'est les jours, le 1, le 2, le 3, et on voit à chaque fois la nuit, on voit des variations d'utilisation et tout. La partie qui est, et on voit que pour fonctionner au maximum, l'Allemagne a besoin à un moment donné de 68 gigawatts de puissance. Eh bien, le point intéressant, c'est que la partie qui est ici, c'est la partie conventionnelle, c'est-à-dire c'est fait avec les centrales, etc. C'est le système, je dirais, centralisé, que nous connaissons depuis pas mal de temps. Quand vous regardez ici, la partie qui est là, c'est l'éolien. Vous voyez déjà que l'éolien, finalement, il fait une pénétration assez importante. Il y a 30 gigawatts d'éolien installés en Allemagne aujourd'hui. Et le reste, c'est le photovoltaïque. Et le photovoltaïque, quand est-ce qu'il marche? C'est quand il fait beau. Et donc, on a une situation absolument surprenante où on voit que, par exemple, le 24 mai 2012, la demande, le pic a été à 68 gigawatts et 30% de ces 68 gigawatts étaient fournis avec les panneaux que les gens ont sur leur maison. 2 millions de personnes en Allemagne ont des panneaux. Donc, ça veut dire que cette énergie distribuée, etc., peut contribuer, peut s'équilibrer. Vous voyez que là, elle joue un rôle pour équilibrer la chose. Alors je comptais vous passer, c'est le film, il y a un site qui montre, je fais essayer, je vais peut-être, voyez, je vais arrêter parce que on a perdu beaucoup de temps un peu au début et je pense que c'est important si vous avez des questions. Alors il y a d'autres, j'avais la partie biomasse aussi qui est importante, en particulier en France, la biomasse, les biocarburants, il y a beaucoup de débats. Qu'est-ce qu'on fait d'utiliser de première, deuxième, troisième génération? Il y a des débats sur des... Et donc, je n'ai pas fait quelque chose de complet. J'ai essayé de vous montrer les grandes lignes de cet univers un peu, les différentes technologies. Et le temps, pendant les questions, je vais essayer de retrouver le site SMA. Je vous remercie de votre attention. Aujourd'hui, par exemple, l'Allemagne, au premier trimestre de 2012, avait 25% de son énergie d'origine renouvelable, 25% de son électricité d'origine renouvelable. Et ils sont à 5% en électricité d'origine solaire, photovoltaïque. 5,3. Donc, c'est un exemple à suivre avec nos critères, travailler ensemble. C'est une énorme industrie qui est en train de se mettre en place au niveau... Il faut voir que les Allemands prévoient 50 gigawatts de solaire en 2020. Nous, vous savez, est-ce que quelqu'un sait dans la salle combien on a prévu de photovoltaïque en 2020 ? 5,8 ou 5,6 gigawatts. C'est ce que fait l'Allemagne en un an aujourd'hui. Donc si on ne veut pas prendre de retard, il faut travailler sur, réfléchir à comment se replacer, travailler avec nos propres choses. En Chine aujourd'hui, la Chine est en train de développer énormément également le solaire et on a des surprises parce que leurs marchés sont énormes. Donc on parle de relations aujourd'hui, on a des questions très graves sur les questions de l'emploi, etc. On ferme des usines à tour de bras. Il y a vraiment à s'engager, en particulier à l'exportation. Non seulement en France, bien sûr, il faut faire des choses en France, il faut aussi travailler sur les questions d'exportation et des marchés sont en train d'émerger. Je vous ai montré que l'Afrique avait énormément de ressources. Eh bien, ces marchés-là peuvent être des marchés qui sont intéressants du point de vue, bien sûr, économique, mais du point de vue humain et du point de vue de ce qu'on appelle l'ambition citoyenne mondiale. Et c'est un peu le sens de ma conclusion. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. J'étais un petit peu... Alors, qui prend la parole pour la première question? Allez-y, monsieur Herbeau. Par contre, essayez, voilà. Bonsoir. Néanmoins, étant donné que... Faisons comme si on était au conseil municipal. Ouais. Pourquoi pas? Il y a peut-être un préalable à rappeler, c'est que les énergies renouvelables resteront marginales tant que nous gaspillerons
comme nous le faisons actuellement. Donc le premier précepte, si on veut être logique, c'est de dire soyons sobres, soyons efficaces, et les énergies renouvelables auront une part significative dans le mix dont vous avez parlé. Si on continue à gaspiller comme on le fait, les énergies renouvelables resteront marginales, malheureusement. Le deuxième point, je fais référence à une personne que j'aimais beaucoup, qui était Hermann Scher, député SPD au Bundestag, qui était un chantre, un apôtre de l'autonomie énergétique. Vous parlez de centrales, mais heureusement vous avez parlé des toits photovoltaïques, etc. Les énergies renouvelables sont essentiellement diffuses et décentralisées. Il y a peut-être une erreur sémantique, philosophique, à vouloir les reconcentrer et en faire des centrales aux mains des grands groupes. L'exemple auquel vous pensez en même temps que moi, c'est Photowatt, que M. Sarkozy a offert à EDF Énergie Nouvelle. Les énergies sont décentralisées par nature, elles sont le ferment de l'autonomie. Si nous voulons être solaires vraiment, soyons efficaces, économes, efficients, sobres, frugaux et autonomes. Écoutez, je vous remercie de ce complément et de ces précisions. Je partage entièrement votre analyse sur le fait que c'est un peu le sens du début de la présentation sur la débauche énergétique actuelle. Et il faut effectivement travailler sur les questions d'efficacité énergétique dans tous les domaines, et en particulier au niveau des bâtiments. Il faut voir qu'aujourd'hui, une bonne partie de cette énergie, de ces millions et millions de barils de pétrole, sert en fait à chauffer l'air autour, puisqu'on a beaucoup de bâtiments qui sont ce qu'on appelle des épaves thermiques, et que les lois, il y a actuellement des efforts de fait pour rénover les bâtiments, de faire des bâtiments qui soient à énergie passive, disons, qui consomment le moins possible, et qui puissent aller par la suite dans ce qu'on appelle des bâtiments à énergie positive. C'est-à-dire qu'en fait, l'association, elle se fait... Il faut descendre les consommations, et là je partage entièrement votre avis, réduire les consommations énergétiques et notamment le gaspillage énergétique. Et c'est vrai à tout niveau. C'est-à-dire que si on commençait à regarder les pertes d'énergie, c'est impressionnant. Je suis allé au Japon récemment. J'ai été surpris par le fait qu'après la catastrophe de Fukushima, les Japonais ont réagi aussi en réduisant leur consommation. Et je me souviens d'une visite d'un site. Je vais visiter une entreprise. J'arrive dans l'entreprise et tout, et puis je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était quelque chose qui ne va pas, et je n'arrivais pas à comprendre. Et finalement, j'ai compris. Il faisait presque nuit dans l'entreprise. Et j'avais la sensation qu'elle était fermée, qu'ils ne travaillaient pas. Eh bien non. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu d'allumer comme des fous tous les éclairages, à un moment donné, quand ce n'était pas nécessaire, eh bien, c'était arrêté. Et donc la sensation que j'avais eue, c'est qu'en fait, ils économisaient, s'ils avaient 4 lampes, ils en fermaient 2, ils économisaient 50% de leur consommation à ce moment-là. Et fait multiplier par tous les lieux où ce type de choses se font, ça commence et ça finit par faire des choses très importantes. Donc c'est pour dire que je partage entièrement l'aspect efficacité énergétique, même sur les procédés industriels. Aujourd'hui, il y a des procédés industriels qu'on pourrait ramener, diminuer moins. C'est ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie sur les questions, toutes les questions de notre vie, en fait. Quel est notre contenu carbone? Est-ce qu'il y a besoin d'amener une pomme? Enfin bon, c'est des choses qui sont bien discutées. Le deuxième point, vous soulevez un débat, Hermann Scher, vous avez absolument raison. Économie solaire, ça a été un des pionniers. Et ce qui est exceptionnel, c'est que c'était quelqu'un qui était à la fois, qui est malheureusement décédé l'année dernière, c'était quelqu'un qui était à la fois un scientifique, un politique, vous l'avez dit, et en même temps un économiste et un humaniste. C'est-à-dire qu'il avait cette vision un peu générale qui fait que, parce que souvent on est compartimenté. Vous avez d'un côté des politiques, vous avez des scientifiques, vous avez la population. Ce qui est important, c'est des gens parfois qui font le pont entre ces différentes catégories. Et ça, c'est très important. Alors, ce débat sur l'énergie solaire, parce que je n'ai pas parlé de Desertec, c'est-à-dire un projet de ramener l'énergie solaire du Sahara vers l'Europe avec des lignes, etc. Il est clair, je vous ai montré les données, il est clair que l'énergie qui arrive en France est largement suffisante pour faire l'autonomie énergétique, je dirais, dans tout endroit du monde. Et c'est vrai même pour la Finlande. Hein. C'est vrai, dans tout endroit du monde, aujourd'hui, il y a suffisamment d'énergie renouvelable. La Finlande, ça va être du bois.
Hein, ils peuvent utiliser énormément la biomasse, donc il faut qu'ils s'adaptent. À d'autres endroits, c'est le vent, etc. Il n'y a pas besoin de... Et donc, il faut travailler en une notion de mix énergétique. Sur la question des centrales, mon opinion dit je ne jette pas d'exclusive sur les centrales. Je préfère appeler, plutôt que centrale, je préfère appeler ferme solaire. J'aime beaucoup l'expression ferme solaire. Pourquoi ? Parce qu'elle est une expression qui est d'abord perçue, une ferme, c'est l'endroit et c'est quelque chose qui est bien perçu en termes, c'est acquis dans notre culture, ce que c'est qu'une ferme. Hein, il y a la notion de durabilité. Un fermier qui ne fait pas attention à ses champs, eh bien, la saison d'après, il n'a plus rien. Donc il y a la question de gérer avec une ferme l'esprit paysan pour ces questions. Et d'autre part, il est possible d'utiliser, vous voyez, des endroits où il va y avoir centralisation, une certaine forme de centralisation, mais qui ne sera pas au même niveau que celle qu'on a aujourd'hui avec un système à sens unique. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la grande différence qu'on a aujourd'hui par rapport à avant, c'est que ce fameux réseau électrique qui était unidirectionnel de la centrale vers le bout de ligne, aujourd'hui, les bouts de ligne deviennent des générateurs. Et en fait, commençons par être autonomes à certains endroits. Une maison qui est positive, un quartier, une ville, une région, et vous avez des exemples aujourd'hui sur certaines régions, je pense à la région Poitou-Charentes avec certains projets, etc., où il y a des projets d'autonomie progressive. Et c'est comme ça que les choses vont remonter. Elles vont remonter par un effort dans les deux sens, mais je ne suis pas pour, finalement, dire les fermes solaires il ne faut pas en faire. Il faut faire les deux. Il faut être raisonnable sur ce qu'on fait. Il faut que ce soit accepté, il faut que ce soit discuté, il faut que ce soit beau. Mais je ne ferme pas la porte à l'utilisation du solaire sur de grandes puissances. Oui, j'ai suivi pas mal de conférences sur les questions environnementales et énergétiques. Ce que j'en ai retenu, si vous voulez, c'est qu'il y a deux grands défis pour moi par rapport aux énergies renouvelables. C'est d'une part l'aspect réseau, on l'a un peu évoqué, ce que ça induit sur l'adaptation du réseau à ce schéma de production et de consommation complètement différent de ce pourquoi il est conçu et dimensionné actuellement. C'est vrai, on le constate en Allemagne, entre l'Allemagne du Nord et les fermes éoliennes et les consommations en Allemagne du Sud. Ce sera encore plus gigantesque avec des AirTech. Là, c'est carrément un projet, un aspect colossal des choses, très dimensionnant. L'aspect, donc, comment amener tous ces kilowattheures produits dans le Sahara vers l'Europe. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est l'intermittence de la plupart de ces énergies renouvelables qui font que la production électrique n'est pas en phase avec la consommation. Vous avez présenté une planche sur le mois de mai en Allemagne, où les choses se présentaient probablement bien parce que c'était un mois de mai chaud et finalement les heures chaudes correspondaient au pic de consommation probablement des clims. Je pense que la situation est beaucoup moins belle si on regarde la consommation en France en hiver, en particulier au niveau de chauffage électrique qu'on a en France. Et il y a un problème dramatique, je dirais, d'inadéquation entre la production, déjà actuellement, où on a peu de renouvelables, et la consommation. Et la situation serait plutôt aggravée si la part de renouvelables, donc intermittents, était augmentée. Et les deux voies, à ma connaissance, pour améliorer cette situation, c'est d'une part le stockage de l'énergie électrique. Pour l'instant, c'est très limité comme possibilité. Et d'autre part, c'est ce qu'on appelle l'effacement, c'est-à-dire la répartition dans le temps d'une partie de l'énergie électrique. Je crois que c'est... Donc sur le premier point, il y a quelques pistes. Il y a en particulier les voitures électriques qui peuvent contribuer à du stockage décentralisé chez les particuliers, parce qu'au fond, on a une grande flexibilité d'aménagement des heures auxquelles on fait les recharges. Deuxièmement, en ce qui concerne l'effacement, il y a tout ce qui est compteur intelligent, Linky et compagnie, pour adapter la consommation, assurer une meilleure adéquation entre la production et la consommation. Vous avez absolument raison de souligner. Alors, je ne pense pas partager le fait, parce que quand on a commencé à parler de solaire, l'intermittence était toujours, on parlait de l'intermittence, on ne sait pas stocker, et j'avais entendu on ne peut pas aller à plus de 10%, etc. Or, la réalité aujourd'hui montre qu'on les dépasse. Justement, en travaillant sur un réseau électrique
intelligent, vous en avez un peu parlé, de travailler sur le Moyen-Âge, etc., de faire en sorte d'adapter. Il faut voir qu'aujourd'hui, alors il y a des gens qui se sont fait un peu les chantres de ce qu'ils ont appelé la troisième révolution énergétique. C'est une révolution énergétique basée sur une association renouvelable et finalement Internet. Et Internet permettant de gérer en continu l'ensemble des informations, et en fait on s'aperçoit que si on est capable de transporter l'électricité, on a peu besoin de stockage. Et on a en France par exemple des régimes de vent, on a aussi notre puissance stock de base qu'on a, et bien on a cette situation où par la gestion du réseau, avec ce qu'on appelle un réseau intelligent, on pourra minimiser le stockage, et on peut imaginer aussi d'avoir des systèmes au niveau de la domotique des maisons. On n'est pas obligé d'allumer tous la machine à laver le linge ou les choses au même moment, etc. Donc après, il y a énormément de travail à faire sur les économies en termes de gestion, sur les effets de pointe. Donc un point clé, vous avez raison, l'effacement. En fait, on se rend compte que les capacités d'effacement qui sont produites par le fait d'avoir déjà une gestion intelligente du réseau, les compteurs, sont très importantes. Le deuxième point, c'est le point du stockage. Vous avez absolument raison sur le fait que les décalages peuvent être embêtants, on fait de l'énergie qu'on n'en a pas besoin, etc. Pour répondre sur le stockage, j'ai un joli transparent qui vient de Kyocera. Vous pouvez le trouver, c'est une entreprise japonaise. Que font les Japonais aujourd'hui dans la situation etc. Des entreprises développent des systèmes complètement intégrés avec des maisons qui vont avoir les panneaux de type solaire, thermique, etc. et une petite unité de stockage qui correspond à peu près à un peu plus que la batterie des voitures électriques et qui est en l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, ça leur permettra de décaler le stockage, la production du stockage de quelques heures. Si vous avez un stockage à la maison de 10 kWh, vos panneaux vous donnent les 10 kWh, vous les stockez, vous les ressortez le soir. Donc en fait, on voit que le stockage peut se faire à multi-échelle. Il peut se faire à l'échelle de la maison, avec des petits stockages, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la région, à l'échelle d'un pays, sur par exemple les grands modes de stockage qu'on appelle les stockages avec la remontée des eaux de barrage, ce qu'on fait aujourd'hui. Les steppes, voilà. Donc en fait, il faut aussi avoir une vision du stockage qui ne soit pas une vision classique du stockage. Il faut dire le stockage peut être aussi multi-échelle. Et si on combine stockage multi-échelle, réseau intelligent, production variée et bon mix énergétique, on est dans une situation où on peut aller à des taux de pénétration des énergies renouvelables extrêmement importants. Juste un dernier point sur ces questions de stockage. La voiture électrique est aussi un élément qui peut servir de stockage intermédiaire dans les maisons, et c'est vrai qu'une voiture a son stockage. Le point important, les gens ont dit, vous ne me l'avez pas dit, mais c'est des choses qui sont la réalité d'aujourd'hui. Les productions sont basses. On commence à avoir ce qu'on appelle la grid parity, la parity avec le même taux que le réseau. Ça, on commence à l'avoir avec l'éolien et avec le photovoltaïque. Par contre, le stockage coûte encore cher. Ce qui est important, c'est de voir que si le stockage se développe au niveau industriel et qu'on commence à développer comme on l'a fait avec les panneaux solaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les prix des panneaux il y a 4 ou 5 ans, c'était le prix ont été divisés par 3 ou 4, etc., en quelques années. Pour des raisons. L'une des raisons, c'est le vrai démarrage de l'industrialisation. Quand vous aviez les écrans au début, les écrans d'ordinateur, ça valait extrêmement cher. Mais à partir du moment où il commence à y avoir de la production, il y a des effets d'échelle. Et on sait par exemple que le coût de fabrication ou le prix va baisser de 20% à chaque fois qu'on doublera la production cumulée. Et ça, on sait que ça descend. On sait qu'il y a aussi des innovations technologiques, les labos travaillent, etc., etc. Il y a des innovations. Et les deux font que finalement, le stockage qui aujourd'hui est un frein va devenir demain la règle et on aura de l'autoconsommation. Et quand on passera en autoconsommation, on sera vraiment dans une situation presque de développement, cette fois-ci sur toute la chaîne. Bonsoir. Oui, il y a une personne que j'aimerais quand même citer, c'est Jeremy Rifkin, troisième révolution industrielle. Et puis d'autre part, j'aimerais réfléchir un petit peu avec vous concernant tout le développement
de l'hydrogène, des piles à combustible. Et sachant qu'à l'extérieur de la France, on s'en préoccupe beaucoup, en Corée, en Chine, au Japon. En France, jusqu'à présent, j'entends pas vraiment beaucoup de choses sur les piles à combustible, alors que je connais personnellement une start-up très importante dans le sud de la France et qui travaille à plus de 80% de l'exportation. Alors, en fait, les piles à combustible, alors, actuellement, ce qui est le plus médiatisé ou le plus, c'est en fait le stockage électrochimique batterie lithium polymère, lithium-ion. Enfin, on a ces technologies qui sont en train de monter en puissance, qui sont celles qu'on retrouve sur les batteries de voitures, etc. La question de l'hydrogène et des piles à combustible, en fait, aujourd'hui, il y a énormément de travaux qui sont faits, et vous avez absolument raison, sur le fait que l'hydrogène, c'est un moyen de stockage remarquable. La pile à combustible, c'est en fait, elle reprend de l'hydrogène et de l'oxygène, et elle refait de l'électricité, sans bruit. Il met de l'hydrogène, et le produit, c'est de l'eau. C'est-à-dire que quelque part, ça brûle en faisant de l'eau, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc, cette notion, cette voie de stockage et de production d'électricité est une voie qui se développe, qui reste chère intrinsèquement. Donc on n'est pas, au niveau de développement, il y a encore des drapeaux qui ne sont pas encore complètement ouverts, ou parce qu'il y a encore des coûts de fabrication qui sont importants, etc. Donc on est en phase un peu souterraine. Vous savez, ce qui se passe, c'est quand quelque chose sort à la surface, ça vient de loin. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez sortir aujourd'hui, par exemple, les hydroliennes, mais il y a des années de travaux derrière. Certains phénomènes en biomasse, il y a des années, on les voit sortir parce que ça commence à être connu du grand public, mais derrière, il y a des années et des années de travaux qui sont importants. Et pour venir sur la question des piles à combustible hydrogène, je suis personnellement je pense que c'est très important de développer. Je pourrais vous présenter en France, il y a des beaux travaux qui se font au niveau du CNRS, au niveau d'entreprises privées également, Elion sur l'hydrogène, etc., Air Liquide. En fait, on a un tissu industriel et de recherche qui est déjà engagé depuis des années sur cette question-là, et il ne demande qu'à s'exprimer. Donc, je pense qu'il y a un problème peut-être de communication. J'avais ramené, mais je ne vais pas vous des transparents montrant les labos du CNRS, parce que bon, je suis au CNRS, donc j'ai plus accès à... Il y a tout un réseau qui s'appelle Hydrogène Pack, sur lequel il y a des dizaines de chercheurs qui travaillent là-dessus. Et je pense que l'hydrogène et les piles à combustible ont vraiment un avenir, et qu'on aurait tort de s'en désintéresser. Alors, au-delà de l'hydrogène, il y a une chose qui est intéressante. Je ne sais pas si vous avez... il y a aussi des rêves. Alors là, c'est plus long terme, mais par exemple, dans la région parisienne, il y a des gens qui commencent à travailler du côté de Saclay là-dessus. C'est d'essayer de refaire, grâce à ce qu'on appelle la photosynthèse artificielle. En fait, au lieu que ce soit la plante dans sa biologie qui finalement va fabriquer du bois qu'on va brûler, on se dit, mais finalement, si on prenait du CO2, de l'oxyde de carbone qui est fait, plus de l'eau, et qu'on mettait un système qui fait du photovoltaïque, qui sort les électrons en bon endroit, on peut faire des réactions électrochimiques pour refaire par exemple, de l'acide acétique, des composés organiques qui peuvent brûler. Et en fait, on pourrait imaginer de refabriquer artificiellement, cette fois-ci sans la contrainte de la biologie, enfin sans la contrainte de la biomasse, avec tout son cycle, on pourrait imaginer de faire des carburants solaires. Et ces carburants solaires, c'est un enjeu énorme, parce que quelque part, l'intérêt d'un litre de pétrole, parce qu'il y a quand même quelques intérêts derrière, c'est que vous prenez un litre de pétrole ou un morceau de charbon, ça se transporte. Le pétrole, le gaz se transportent facilement. L'hydrogène est plus difficile à stocker. Il faut être capable de le faire dans des hydrures, il faut être capable d'en faire. Donc il y a des recherches à faire. Mais on peut imaginer que demain, on fera ce qu'on appelle des carburants artificiels qui seront utilisés pour les endroits où on ne peut pas fonctionner, les avions, etc., mais qui seront d'origine solaire, ce qu'on appelle, en anglais, c'est solar fuels. Mais bon, c'est à plus long terme, hein. Il y a de la catalyse, il y a des tas de choses, mais la recherche est dessus. Hein. Qui a une autre question? Allez-y, monsieur. D'abord, j'ai une remarque. Ça marche, hein? Oui, ça marche. J'ai une remarque. On parle beaucoup d'électricité, mais je vous signale qu'en
consommation finale d'électricité, c'est 22%. Hein. Oui, oui, vous avez raison. Maintenant, en ce qui concerne la pile à combustible, je vous signale qu'il y en a une à Shell. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une carbonate fondue, c'est ça? Et personnellement, j'ai eu à travailler dans le domaine des transports, sur les énergies. Alors pour la pile à combustible, hein, je ne la vois pas pour tout de suite. Hein. Et puis la question que je voudrais vous poser, c'est actuellement on fabrique l'hydrogène à partir du gaz. Oui. Et ça fait combien de CO2 qui sont dégagés là? Alors vous avez absolument raison. Si c'est faire de l'hydrogène à partir du gaz, c'est pas du tout le concept d'énergie renouvelable. C'est-à-dire que le CO2, là vous avez parfaitement raison. Ce qu'il faut, c'est faire de l'hydrogène à partir de l'eau, par électrolyse. Le rendement est faible, mais le rendement, il est quand même plus élevé que ce qu'on a avec le cycle classique. C'est-à-dire que la question du rendement, vous avez raison aussi sur cette question de rendement, mais il n'y a pas d'impossibilité. C'est-à-dire que quand on a besoin d'une énergie, quand on a besoin de stocker cette énergie, je suis d'accord que le rendement est faible, mais est-ce que 5% de rendement, vous savez, le photovoltaïque fait 20%. Imaginez qu'avec la production d'hydrogène donne 5 à 10%. C'est faible, mais c'est déjà 5 à 10% de stocké. C'est 5 à 10% qui ont été produits sans CO2, etc. Donc le coût, la faiblesse du rendement, quelque part, si on met dans l'équation le bénéfice qu'on a d'avoir un combustible qui est stockable, qui ne génère pas de CO2, etc., moi je suis prêt à dire que 5%, j'y vais, à condition que les coûts soient corrects. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Oui, j'aurais une petite question de compréhension technique au départ sur l'énergie solaire par mètre carré. C'est sur une surface perpendiculaire au Soleil, parce que la Terre, elle n'est pas perpendiculaire, donc il faut diviser par 4 en fait pour répartir sur la surface de la Terre. Les chiffres que je vous donne là sont des chiffres quand, par exemple, au Sahara, par exemple, c'est de l'ordre de presque 3. Le Sahara, c'est presque 3 mégawattheures par mètre carré par an. Mais c'est en fait sur des panneaux orientés fixes dans la position optimale sur l'année. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pratiquement de l'horizontale. C'est-à-dire que les chiffres que je vous ai donnés, c'est ce que reçoit le sol si on le laissait pratiquement à l'horizontale. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas le cas dans la pratique. En particulier, il y a la nuit. Non, mais attendez, tout est cumulé. Donc, tout est oui, cumulé. Mais vous faites vos calculs après en disant à partir de... Ah non, c'est la vraie ressource. Vous voyez, par exemple, on mettrait un baquet. On imagine que ce soit du pétrole qui tombe, des huiles de pétrole, tout ce qu'on veut. On met un bac d'1 mètre carré au sol. Et on attend, comme l'eau, finalement, on fait ça avec la pluviométrie. Et on récupérerait à la fin, au bout d'un an, en tenant compte de la nuit, en tenant compte de la pluie, en tenant compte, on récupérerait, à Paris, ici, on récupère aux alentours de 1,3 mégawattheures par mètre carré par an. C'est-à-dire, on récupère pas loin de l'équivalent d'un baril de pétrole. Ça veut dire qu'en fait, quand vous prenez le Qatar ou des endroits où ils ont plein de soleil et du pétrole, finalement, ils reçoivent presque plus d'énergie par an, par les mètres carrés ensoleillés, que ce qu'ils ont dans le sous-sol. Mais c'est la réalité. Vous avez raison. Votre question est tout à fait... Je comprends très bien, mais c'est pas une... Je vous ai donné des valeurs en énergie par an et par mètre carré. Oui, ma question aussi est liée à votre... Sur le graphique, vous avez votre chiffre, et après, en bas, vous avez un autre chiffre où il y a 342 watts par mètre carré qui arrive. Oui, attendez, je vais vous le remontrer, comme ça on sera sûr de parler sur les mêmes bases. Oui. Alors, il est lent. Vous pouvez basculer en... Non, c'est pas possible. Alors, je vais essayer de retrouver celui du début. Alors, vous voyez, on voit des modernes... Enfin, bon, je ne vais pas détailler des transparents. Alors, attendez. On va revenir à la ressource. Il faut y arriver. Ah, c'est des cellules photowatts, d'ailleurs, qui sont montrées là. Celles qui sont là. Si, ça existe encore. Les emplois ont été sauvés. Moi, je suis très content pour ça. Alors, on va y arriver, excusez-moi. J'ai un ordinateur, c'est pour ça que j'ai eu tout de problèmes au début. Voilà, regardez. Je vais mettre en diaporama et on va augmenter pour voir ce qui est... voyez, regardez, alors ici, ce que vous avez, je vous donne exactement ce qui est écrit sur la légende. Ce qui est écrit sur la légende, c'est la somme de l'irradiation globale incidente sur des panneaux
optimalement orienté vers le sud. Voilà. Et il donne après, quand c'est du bleu nuit, vous voyez, la Finlande est ici. La Finlande, évidemment, en général, le soleil est plus bas, donc les panneaux optimalement vont être plus verticaux, mais la Finlande reçoit 1 mètre carré de ces panneaux-là en Finlande, reçoit environ 900 kWh par mètre carré et par an. Quand vous allez dans le sud, sur la région parisienne, hein, regardons la région parisienne ici. La région parisienne, on est autour de 1300 kWh par mètre carré et par an. Si vous descendez cette fois-ci au Sahara, vous êtes plus, c'est marqué supérieur à 2200, et en fait ça va presque jusqu'à 3 mégawattheures par mètre carré et par an. Et la deuxième ligne qui est en dessous, vous voyez, c'est la somme annuelle de l'électricité générée par un panneau de puissance nominale 1 kW avec quelque chose qui est optimalement incliné, et en supposant des pertes, en supposant qu'on prend que 75%. C'est-à-dire on imagine qu'il y a des pertes dans les circuits, etc. Et on voit que finalement, ici à Paris, on peut avoir, avec des panneaux solaires, on peut avoir autour de 130 kWh par mètre carré et par an de vraie électricité. J'ai répondu à votre question ? Oui. Enfin, c'est pas, ça fait rien. Oui, l'autre, il est différent. L'autre, j'ai bien compris. Ce que vous avez vu, c'est un panneau. Alors, je l'ai remis. On voyait le monde entier. Et on voyait, voilà. Ouais. Mais par contre, là, les 300 que vous avez vus, c'est la puissance moyenne par an. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est la puissance. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous prenez les 2000, par exemple, vous prenez 1000 kWh par mètre carré et par an, et vous dites, dans un an, il y a 365 jours, il y a 24 heures, et il y a 60 minutes par heure et 60 secondes par heure. Quand on revient ça, on revient à ce qu'on appelle la puissance qui nous arrive équivalente du solaire. Et là, on retrouve des chiffres que vous dites autour de 300. Et je peux vous apporter une information si on a le temps. Hein, oui. Comme j'ai travaillé sur les transports. Au contraire. Alors, pour donner une idée de l'enjeu pour le moteur électrique, enfin, le problème du moteur électrique, c'est pas le moteur, il est excellent, c'est la batterie. Et pour vous donner une idée, ne serait-ce que sur le poids, par exemple, pour transporter l'équivalent de l'énergie de 1 kg de pétrole, il faut 75 kg de batterie lithium-ion. Comme le moteur électrique est 3 fois plus performant que le moteur thermique, si on divise par 3, ça fait quand même un facteur 25. Ouais. Vous voyez que tant qu'il n'y aura pas une rupture technologique majeure dans le mode de stockage de l'énergie électrique, hein, à bord, quoi, c'est ça le problème, on aura des difficultés, quoi. Ceci dit, Paris, c'est pas fait en un jour. Ni ici, il y a plein d'endroits qui ne sont pas faits en un jour. Et en fait, les lois au niveau des progrès, il faut tenir compte de la progression. C'est-à-dire que toute l'industrie automobile a démarré avec vraiment les voitures qui avaient quelques années. C'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Et en fait, c'est en marchant, en fait, dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il y a déjà des premières voitures électriques. Il y a des débuts de prototypes de piles à combustible. Et ça donne un effet très important, c'est qu'en commençant à avoir l'utilisation de ce type de moteur, on en voit maintenant de plus en plus, les voitures qui sortent électriques, on va progresser. Et je pense qu'on n'est pas venu en un jour à la voiture qu'on connaît aujourd'hui. Demain, on dit que la voiture consommera que 2 litres au 100. Vous vous rendez compte d'où on est venu au niveau des progrès ? Et si on avait dit dès le début, je ne démarrerai l'industrie automobile, mais c'est une question importante au niveau, si je ne démarrerai l'industrie automobile que lorsque vous serez à 2 litres au 100. On n'aurait jamais fait l'industrie automobile. Donc il faut laisser les techniques se progresser, et elles le font. Il faut trouver le bon équilibre entre l'aspect recherche et développement, l'aspect acceptation. Il y a aussi une chose, hein, si les personnes, si les populations, si les citoyens ne veulent pas de quelque chose, ça peut être bien, ça peut être technologiquement tout ça, ça passera pas. Donc en fait, il y a aussi ces différents aspects, mais à mon avis, il faut aller, pour l'instant, pour moi, la voiture électrique, elle est dans le chemin. Elle est dans le chemin, et j'espère qu'il y aura des ruptures et que ça va baisser. Vous savez, on parle aujourd'hui de certaines batteries qui comptent lithium-air en particulier,
qui sont plus... Oui. Non, ce que je veux dire, c'est pas du tout pour dire que la voiture électrique n'a pas d'avenir, au contraire. Au contraire. Il y a un long chemin, pour l'instant, oui, au stade des connaissances actuelles, parce que je l'ai pas mal regardé quand même. Quand on voit j'ai dit qu'il y avait un facteur 25 en point de vue poids. Ouais. Quand on voyait les prévisions de tous les spécialistes pour 2020-2025, on diminuait d'un facteur 3, quelque chose comme ça, pas 25. Donc, il n'y a pas que le poids, il y a le volume, il y a le coût. Il y a aussi des problèmes environnementaux, les batteries. Vous avez raison. Voilà, vous avez... donc, oui. Mais je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, au contraire. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison de poser l'ensemble des... On peut se poser la question, vous savez, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est que quelqu'un, je ne sais pas si certains ont connu l'époque des lotorails. Qu'est-ce que c'était qu'un autorail? C'était en fait l'équivalent d'une automobile qui fonctionnait avec du diesel, si je me souviens bien. Donc en fait, on a eu une période. Qu'a-t-on fait pendant des dizaines d'années? Ça a duré assez. On a fait ce qu'on appelait l'électrification du réseau, l'électrification des chemins de fer. Et aujourd'hui, on voit très peu Donc cette électrification du réseau de transport a été un élément de progrès et d'avancée, puisque maintenant, on a... Moi, j'ai connu les machines aussi, qu'on avait celles avec le charbon, donc c'était quelque chose. Et donc en fait, on est allé vers les... Et moi, à mon avis, la question de la mobilité automobile reste très importante, parce qu'il y a un déplacement unitaire, on n'est pas avec un train. Mais il faut réfléchir à des modes d'électrification du réseau routier, électrification du réseau urbain, qui sont des modes de demain. Et peut-être de se dire que est-ce qu'on est obligé d'avoir une voiture qui va être capable de faire 400 km sans s'arrêter, sans recharger? Ça, c'est une question clé. Peut-être qu'il y a peut-être d'autres moyens. Oui. Oui. Ah oui, donc il y a de quoi être, il y a de l'espoir en fait. Finalement, quand on fait le bilan des possibilités qu'on a, on a parlé de l'hydrogène, des solar fuels et tout, il y a de l'espoir dans les progressions, il y a de l'énergie, on sait qu'on en a. Donc en fait, c'est à nous effectivement de tester, de valider. Et vous avez raison de souligner. Alors après, il y a effectivement la question, et parfois il y a le problème d'une invention ou de choses, c'est qu'elles ne sont pas forcément prises l'année où elles sortent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que souvent, il y a une rencontre qui se produit. Aujourd'hui, il y a une rencontre qui se produit parce qu'on est sous le défi climatique, on est sous le défi de l'emploi, on est sous le défi de... Et donc aujourd'hui, il y a une rencontre possible, peut-être qu'elle n'aura pas lieu, avec Jeremy Rifkin, la troisième révolution industrielle, avec toute cette combinaison énergie renouvelable, déplacement, mobilité électrique ou à taux réduit pour l'utilisation d'essence. C'est vraiment une opportunité. Et des choses qui ont été faites il y a des années peuvent ressortir aujourd'hui et trouver une application. Parce qu'il y a des précurseurs, il y a toujours des précurseurs dans tout, et souvent des découvertes ne viennent pas comme ça, mais par contre elles n'ont pas rencontré leur développement à ce moment-là. C'est pour répondre à votre question sur les roues. Je vais vous passer, parce que j'ai entre-temps retrouvé le site que je cherchais. Je vais finir par montrer quelque chose qui est quand même assez intéressant, parce que voilà. Alors, est-ce que vous passez... Voilà, alors... C'est un site sur lequel ils ont finalement, et vous avez en Allemagne donc à peu près 2 millions de personnes qui ont des toits, etc. Et on ne les voit pas en fait, 2 millions. Voilà. Et ces gens-là, cette collectivité énergétique de nouveaux producteurs, produits, est capable d'aller produire
En Allemagne aujourd'hui, il y a 29 gigawatts qui sont installés, donc l'équivalent de 29 tranches de centrales classiques qui sont installées en Allemagne sur le territoire allemand. Et tout cela, c'est collecté. Et en fait, il y a un site qui montre, il me demande qu'il va falloir que je nettoie mon ordinateur, je suis d'accord, pas là. Et donc, vous voyez, vous avez un site qui chaque jour mesure l'énergie solaire produite, la puissance qui est injectée par les panneaux. Il y a la même chose pour l'éolien, en fonction du temps et du jour de la journée. Alors vous voyez, aujourd'hui, là, il n'y a pas grand-chose. On est à 0 gigawatt parce qu'en Allemagne, en plus, l'Ouest se couche plus. Enfin bon, ils ont un peu de temps. Il est 10h30, donc on ne produit rien. Et là, ils nous refont vivre la journée. Donc vous voyez le soleil en Allemagne. Donc vous voyez à gauche ici, vous voyez les régions. Donc c'est moyenné. Et vous voyez en fait à combien de pourcentage ils sont de leur puissance maximum. C'est-à-dire quelqu'un sur son toit, il a installé 1 kW, et bien à un instant de la journée, il va produire, sa puissance va être de 800 watts ou de 500 watts. Et la nuit, évidemment, il ne produira rien. Donc en fait, vous avez une situation dans laquelle vous voyez le jour, vous voyez ici le développement de la journée. Et ce qui est intéressant, vous voyez, ce n'est pas un bon jour aujourd'hui, hein. C'est monté qu'à 5,5 gigawatts. Et dans les bons jours, c'est monté à 21 gigawatts. C'est-à-dire que quand je vous ai montré le pic tout à l'heure, évidemment, je vous ai pris le meilleur jour, quand on avait les 30%, ça correspondait à environ 21 gigawatts. Et en fait, chaque jour, vous pouvez revenir. Alors, c'est un bel outil à la fois de prévision, de statistique, mais vous pouvez aller chercher le jour que vous voulez. Vous pouvez remonter, c'est fait maintenant depuis 1-2 ans. Donc c'est un exemple, en fait, montrant finalement la pénétration en continu de ces énergies sur un réseau électrique dans le cas de l'Allemagne. Voilà, donc vous voyez, donc vous pouvez aller sur le site et bon, j'espère qu'on aura ce genre de choses rapidement en France, qu'on pourra développer ce genre de choses, même à l'échelle locale aussi. Hein. On pourrait. Très bien. Pourquoi pas. Voilà, donc je suis content de vous montrer ce Il y a petit... quelques modèles mathématiques derrière, pourquoi pas. Écoutez, y avait-il quelques questions en haut? Vous étiez... Peut-être pas, à vrai dire. Donc on va probablement s'arrêter là et se retrouver ensuite en salon Élysée. Merci, Monsieur Linco, pour votre exposé. Finalement, nous sommes dans un monde en changement. Et puis cet exposé, et puis toutes les questions que vous avez pu poser nous laissent confiants. Nous nous retrouverons le 21 novembre pour une conférence de Claude Agege, La diversité des langues du monde et la pensée unique. Finalement, nos sujets sont assez variés puisque nous sommes passés de l'élection de Barack Obama jusqu'à aujourd'hui avec les énergies renouvelables et nous continuerons sur les langues. Je vous remercie de votre présence et puis nous allons nous retrouver au Salon Élysée. Merci. Merci.